Chaque année voit son lot de commémorations et c'est tant mieux pour les libraires et pour les éditeurs. Cette année, en 2017, nous allons évidemment beaucoup parler du premier centenaire de la Révolution russe, mais je voudrais dès à présent, cher Jean-Marie, évoquer avec vous Luther, puisque le 31 octobre 1517, les fameuses thèses sur les indulgences étaient placardées sur les églises, et c'est l'occasion de faire non pas un portrait de Luther, mais de vous suggérer quelques pistes de lecture. Je voudrais commencer par un livre qui n'est pas tout jeune, puisqu'il a été publié pour la première fois en 1928, mais il n'a pas pris une ride. C'est le grand livre de Lucien Febvre, Martin Luther, un destin. Il résume bien l'importance de ce jour que j'évoquais du 31 octobre. Et ce livre, qui n'est pas une biographie, montre comment Luther, en posant cet acte fort, n'a pas conscience de l'importance qu'il va avoir dans l'histoire et dans l'histoire de la chrétienté. Si on veut vraiment une vraie biographie de plus de 600 pages, il faut lire ce livre de référence de Marc Liénard, qui est sans cesse réédité chez Labor et Fides, qui est pour le coup une vraie biographie abondante, avec des notes, avec des renvois, et qui est absolument remarquable et qui n'est pas si difficile qu'il n'y paraît. Et puis, comme toujours, je recommande de se tourner vers les écrits. Alors, il ne s'agit pas de lire tous les ouvrages et les écrits de Luther, mais Garnier-Flammarion propose un excellent résumé dans les grands écrits réformateurs de Luther, avec en particulier les grands textes de À la noblesse chrétienne et de La liberté du chrétien. Et puis évidemment, le geste de Luther se situe dans un contexte historique et il faut aller pour cela comprendre comment la réforme a pu éclore. Et je recommande l'ouvrage sans cesse réédité également de Jean Delumeau, Naissance et affirmation de la réforme, dans la collection Nouvelle Clio au PUF. Jean Delumeau y retrace avec une très grande clarté ce qui a permis le début de la réforme dans cette Europe du début du XVIe siècle. Et puis si on veut quelque chose d'un petit peu plus simple et accessible, et puis de plus maniable, dans la collection Tempus de chez Perrin, je recommande l'Histoire de la réforme protestante de Bernard Cotteret, ouvrage très clair pour comprendre à la fois Luther, mais aussi Calvin, et puis comment la réforme se poursuit dans toute l'Europe. Et puis, on a besoin d'y voir clair parce qu'on a besoin de cartes. Et c'est l'intérêt de cet atlas de Tim Dolley qui vient de paraître, qui s'appelle l'Atlas des réformes en Europe. Il offre un appareil critique de cartes absolument remarquable pour comprendre comment ces petits foyers de réforme au départ se répandent à un autre endroit, puis se réunissent. L'histoire se fait, on le sait, dans les cartes. Et puis je voudrais terminer par une note beaucoup plus contemporaine avec un petit livre qui a été et qui continue d'être pour nous à la Procure une de nos meilleures ventes. On doit ce livre à Antoine Nuis, qui est pasteur, et qui, après un succès il y a quelques années, Lettre à mon gendre agnostique pour lui expliquer la foi chrétienne, revient avec Lettre à ma belle-fille catholique pour lui expliquer le protestantisme. C'est un petit ouvrage d'une qualité, d'une conviction absolument remarquable et qui, en ces temps de semaine pour l'unité des chrétiens, est un vrai livre d'écuménisme, car Antoine Nuis nous explique comment, après que les débats historiques soient dépassionnés, les deux traditions peuvent et doivent continuer de se nourrir l'une de l'autre.